Je vous propose à présent de donner la parole à Ludovic Francesconi et Hervé Lebec, que je vais appeler à la tribune, pour une présentation du livre qui vous a été remis à l'accueil, que nous avons intitulé « La relation numérique de confiance, des enjeux et des identités numériques ». J'en profite pour également remercier Karine Susini, co-auteure du livre qui est dans la salle aujourd'hui, et pour donner la parole à Ludovic. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Bonjour à tous. Je vais dire quelques mots d'introduction sur la présentation de ce cahier que vous avez normalement tous eu à votre arrivée ici, et donc que vous pourrez lire tranquillement chez vous, enfin où vous voulez d'ailleurs, ça vous regarde. Et donc quelques mots d'introduction pour expliquer un petit peu pourquoi on a décidé de faire ce cahier, de faire cette publication. Comme vous l'avez vu dans les résultats du baromètre, donc la confiance numérique aujourd'hui repose sur un équilibre fragile, et donc on constate que finalement, au fur et à mesure de l'extension des usages, de l'extension des populations concernées par ces usages, eh bien, la confiance a plutôt tendance à s'éroder. Et donc, nous, à l'Axel, nous avons engagé il y a maintenant 4 ans des travaux sur l'identité numérique dans le cadre d'une commission identité numérique qui a été initiée d'ailleurs par Jean-Pierre Bution, ici présent, et que nous remercions. Et donc, cette commission identité numérique à l'Axel a eu pour vocation de décrypter, de partager les enjeux de l'identité numérique, que ce soit au niveau des technologies, que ce soit au niveau des usages, au niveau des aspects juridiques et des aspects sociétaux. L'une des premières actions, ça a été de mettre en œuvre ce baromètre pour avoir une bonne vision des aspects sociétaux liés aux identités numériques. Et aujourd'hui, eh bien, l'objectif de ce cahier, c'est d'arriver à cristalliser un petit peu toutes ces réflexions que nous avons eues depuis 3-4 ans dans le cadre de l'Axel et avec des partenaires qui ont été nombreux, puisque tout un réseau qui s'est créé autour de ces sujets. Donc, pourquoi publier ce cahier aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place, il y a des stratégies, il y a des décisions structurantes à prendre dans le domaine de l'identité, surtout, évidemment, sur le marché des particuliers, puisque aujourd'hui, vous savez que l'identité numérique, on en reparlera tout à l'heure à la table ronde, l'identité numérique est plutôt mature dans le domaine de l'entreprise, mais c'est un sujet vraiment naissant pour les particuliers, et donc il y a besoin de faire comprendre, il y a un besoin réel de faire comprendre les enjeux de la confiance et des identités qui sont l'une de ses composantes principales pour ces nouvelles populations. Donc aujourd'hui, ça ne paraissait pas forcément très clairement dans le baromètre. Aujourd'hui, on est à une époque charnière où en fait les usages se sont énormément démocratisés. Si je prends juste l'exemple du e-commerce, il y a 2 ans, il n'y a que 50%, entre guillemets il y a 50% des Français qui utilisaient le e-commerce, c'est-à-dire qui achetaient des biens ou des services en ligne. Ça, c'était il y a 2-3 ans. Et aujourd'hui, on est passé à 2 tiers. Donc vous voyez qu'en 2 ans d'espace, eh bien, il y a une démocratisation absolument phénoménale de ces usages et des populations concernées. Et évidemment, les nouvelles populations qui arrivent au fur et à mesure sont des populations qui n'étaient pas early adopters, qui n'étaient pas forcément celles qui ont le plus confiance. Et au fur et à mesure, eh bien, vous avez des populations qui arrivent et qu'il faut rassurer et qu'il faut arriver à accompagner dans leurs usages. Donc, ce cahier, pour ce cahier, nous avons eu une approche qui est assez générale, et peut-être qu'il y en aura d'autres par la suite, qui seront plus précis. Mais là, nous avons une approche générale de la confiance numérique, et donc, sachant qu'on est parti d'un constat simple, la relation numérique de confiance, eh bien, quelle que soit sa nature, devient omniprésente dans nos vies. Aujourd'hui, jusqu'à présent, on utilisait la relation de confiance, la relation numérique, uniquement pour aller se connecter sur Internet, sur des sites, etc. Aujourd'hui, et de plus en plus, cette relation numérique va s'étendre à de nouveaux contextes, et notamment au monde physique, et notamment grâce au smartphone,
qui sera le support de cette relation numérique de confiance. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Hervé Lebec, qui est le co-auteur de ce cahier. Il me reste juste avant ça à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce cahier. Et, en premier lieu, si on peut juste remettre le slide. En premier lieu, bien entendu, Jean-Pierre Bution, qui, comme je l'ai dit, a été à l'initiative et à l'origine de cette commission identité numérique. Et puis également, au-delà des sponsors, donc je rappelle les sponsors de ce cahier, le groupement des cartes bancaires, La Poste et Dictao, vous avez ici les membres du comité éditorial qui ont contribué à faire que ce cahier soit le plus complet possible et le plus intéressant possible pour vous. Donc Baker & McKenzie, la CNIL, le groupement des cartes bancaires, Crédit Mutuel Arkea, Atos Worldline, la Caisse des dépôts, Dictao, Gemalto, le groupe La Poste et Orange. Et bien entendu, donc nous remercions tout particulièrement les deux co-auteurs de ce cahier, qui sont Hervé Lebec, PDG et fondateur de Copilot Partners, et Karine Susini, consultante chez Copilot Partners. Merci beaucoup, et donc je passe la parole à Hervé. J'appuie là. Donc écrire ce cahier, c'était essayer de repositionner le sujet de la confiance numérique par rapport à un sujet historique qui était l'identité numérique. Déjà, affaire de sémantique, mais aussi affaire de compréhension de ce qui se cachait derrière les termes et qui visait à peut-être désenclaver le sujet de son approche uniquement technique pour le recontextualiser dans la problématique un petit peu globale des échanges numériques. Pour faire court, je dirais, en reprenant une interjection qui existe dans le bouquin « La République des réseaux », écrit par Frédéric Tardy. Avant, nous allions sur Internet. Qu'est-ce que ça voulait dire d'aller sur Internet? Ça voulait dire accéder à des services. Et aujourd'hui, nous sommes dedans. Ça veut dire que globalement, notre vie devient aussi une vie numérique et une vie connectée, que ce soit devant notre ordinateur ou dans nos actions, comme le disait Ludovic, dans nos actions physiques, d'interaction avec l'ensemble de la société et dans une problématique générale de l'échange avec nos concitoyens et avec nos amis et dans les rapports marchands. Donc nous allions sur Internet et maintenant nous sommes dedans. Ça veut dire que la problématique de la confiance numérique, elle se projette dans ce nouveau périmètre. Et on s'est amusé en fait à essayer d'établir ce qui pourrait être un tableau élémentaire de la confiance. Alors, on pourra l'itérer, on pourra l'ajuster, mais ça nous intéressait en fait de convoquer tous les sujets qui étaient susceptibles d'être regardés pour se dire est-ce que ça fait sens par rapport à l'émergence d'un cadre de confiance numérique. Alors bien sûr, dans le tableau élémentaire de la confiance, on va retrouver des éléments évidents, la sécurité, qui est en gros le premier levier avec lequel on attaque le sujet. J'ai peur, je me protège. Donc, historiquement, on a une offre technique de qualité, particulièrement en France, avec des acteurs constitués qui répondent à ce besoin-là. Mais si la confiance se résumait à la mise en œuvre de solutions techniques, le problème serait résolu depuis un certain temps. De fait, la confiance, elle est liée à d'autres choses. Alors, dans ce tableau élémentaire, que je vous encourage à compléter, on a essayé de convoquer les différents sujets auxquels on a été confronté avec Karine dans l'écriture de ce bouquin. Donc les différents éléments, c'est des éléments qui sont liés à la problématique des données personnelles, à la problématique de la privacy, à des problématiques de qualité de service, de valeur d'usage liées au service, à des problématiques d'enjeux de société, d'enjeux d'État, de problématiques régaliennes, mais aussi des problématiques que j'appellerais de sujets cachés, et notamment tout ce qui tourne autour de ce qu'on fait sans trop savoir qu'on le fait, et qui laisse des traces numériques un peu partout, et qui, par devers nous, produit du sens de manière implicite ou de manière explicite. Donc à ce stade de la rédaction du cahier, on avait un problème qui était de dire comment ne pas perdre le fil
et comment rester cohérent par rapport à une sensibilisation à la problématique de la confiance numérique. Donc tout l'enjeu du cahier a été de rédiger les 5 chapitres en essayant de respecter l'ensemble de ces éléments-là et en essayant de donner une valeur pédagogique à l'explication de ces différents éléments pour avoir une meilleure compréhension globale de la problématique des confiances numériques. Derrière ça aussi se cache un enjeu d'acteur. Il n'y a pas un acteur aujourd'hui sur le marché qui peut revendiquer d'être le producteur unique, unilatéral et reconnu par tous de la confiance numérique. Donc les acteurs, si on en fait une typologie, il y a des fournisseurs de technologies qui produisent de la sécurité, des offres de sécurité matérielle et logicielle. Il y a des offreurs de services qui produisent, qu'ils soient privés d'ailleurs ou qu'ils soient publics, qui produisent du service et qui quelque part sont confrontés à la production de la confiance qui va avec ce service. Et puis, il y a des utilisateurs qui ne sont plus simplement des consommateurs passifs, mais qui sont des consommateurs actifs de la problématique numérique, de l'univers numérique, et qui sont eux aussi producteurs de sens en termes de confiance numérique. Et notre idée était de dire que finalement, la confiance numérique est une affaire de coproduction. Une coproduction d'un cadre de confiance numérique qui associe l'ensemble de ces acteurs et qui les fasse reconnaître en tant que tels. Et l'enjeu, il est assez simple finalement, c'est de rendre possible, à l'instar de ce qu'on connaît dans le monde physique, une sorte un état de consensus et un état d'acceptation qui soit propre à soutenir l'usage en confiance des multiples services numériques qui s'offrent à nous aujourd'hui et qui s'offriront de plus en plus à nous dans l'avenir. Alors si on doit catégoriser les notions d'enjeux qui sont attachées à ça, on a identifié 5 grandes familles d'enjeux. Donc des enjeux, ça va être du enjeu d'usage, c'est difficile à dire, des enjeux d'usage qui sont liés en fait à tout ce qu'on fait les uns les autres dans nos vies numériques et qui nous amènent, et on l'a vu dans le baromètre, à consommer parfois avec ignorance des cadres de confiance et parfois avec réticence quant à la confiance qu'on peut avoir sur les systèmes. Mais globalement, le constat qu'on peut faire, c'est que la valeur d'usage prime sur tout. C'est-à-dire que globalement, l'usage, l'envie d'utiliser les services est supérieure assez majoritairement à nos réticences quant à la sécurité ou au cadre de confiance qui nous donne accès à ces services. Je dirais, c'est vrai pour l'instant. On sent ici ou là, on peut intuiter que les notions de confiance qui sont attachées aux valeurs d'usage prennent de plus en plus de sens et prennent de plus en plus de poids au fur et à mesure où nous-mêmes on progresse dans notre usage numérique. Derrière ça, il y a aussi des enjeux qui sont plutôt liés au marketing, des enjeux commerciaux et des enjeux financiers qui sont corrélés à l'extension et à la croissance des usages. Globalement, il est possible que la confiance devienne un enjeu marketing pour mieux présenter et mieux faire valoir des niveaux d'usage par ceux qui les offrent. Et il y a donc des enjeux de développement économique, mais aussi peut-être d'économie liée à une meilleure conception des services en termes de confiance numérique. Puis il y a des enjeux très factuels qui sont liés à la fraude. Je pense beaucoup aux services dématérialisés, où la problématique de la fraude est souvent tue, mais au cœur de l'évolution des services et devra intégrer une dimension de confiance plus explicite au fur et à mesure où ces services vont se développer. Troisième catégorie d'enjeux, il y a des enjeux macroéconomiques. Je ne reviendrai pas sur le sujet des données personnelles. Il suffit aujourd'hui d'ouvrir un journal presque tous les jours, et grâce à la CNIL aujourd'hui encore. Donc, enjeu majeur s'il en est. Je crois que tout le monde a compris que la donnée était l'or noir de l'économie numérique. À ce titre, elle est susceptible d'aiguiser les appétits les plus féroces. Et derrière, en fait, cet enjeu de données, il y a une dimension qu'on a caractérisée par un mot que je développerai tout à l'heure, de sujet numérique. En gros, on pourrait le résumer, nos données intéressent tout le monde et elles devraient nous intéresser, nous, en premier lieu. Ensuite, il y a des enjeux macroéconomiques qui sont sur le développement de filières économiques qui permettent
à des fournisseurs de services de développer leur activité. Et je voudrais saluer ici le travail fait par la CN, l'Alliance pour la confiance numérique, qui vise à faire reconnaître la valeur de l'industrie française sur ces sujets. Et je crois que la table ronde sera l'occasion tout à l'heure d'en exposer les tenants et les aboutissants. Bien sûr, il y a des enjeux de société qui sont en dehors de tous ceux qui proposent quelque chose, mais qui sont de l'ordre de la transformation de la société. C'est-à-dire que le numérique n'est plus un élément extérieur à nos vies, il devient un élément constitutif de nos vies. Il change nos pratiques, je ne vais pas dérouler ce que chacun ici sait, mais globalement, il y a quand même des nouvelles questions qui se posent. Il y a d'ailleurs des questions qui sont posées. Il y a certains acteurs qui sont même pour la disparition de tout agent de régulation sur les problématiques de vie privée. Je ne les citerai pas ici. En attendant, il y a des questions qui peuvent se poser. La vie privée serait-elle devenue un luxe? Et à cette question est corrélée une autre question, c'est la prise en main de nos vies numériques devient là aussi une question centrale et un enjeu de société majeur. Puis enfin, il y a des enjeux d'État. Je me retourne vers son digne représentant. Et l'État, il est présent à beaucoup de niveaux. Il est présent à son niveau régalien. Il a été pourvoyeur d'expérience, il a été pourvoyeur d'agences qui s'occupent de ces sujets, et je salue la naissance du SGMAP. Mais il est aussi fournisseur de services, et il influe d'une manière importante, par exemple, sur la relation citoyenne numérique dans le cadre des échanges de l'administration avec les citoyens. Il est aussi législateur, et à ce titre, il finance un certain nombre de travaux où il est producteur de travaux. Et je voudrais signaler une lecture qui, pour moi, apparaît quasi obligatoire, qui est celle du rapport Collin et Collin, qui, à mon avis, fait sans doute le meilleur état de l'économie numérique à ce jour disponible sur le marché. Et puis, on a un État aussi qui est susceptible d'avoir des enjeux d'innovation, c'est-à-dire qu'un État qui nous traiterait la confiance numérique de manière défensive serait à côté de son rôle, et il doit se mettre dans la position d'être aussi un initiateur et un innovant en matière de pratique de confiance numérique. Certains d'autres grands pays européens montrent la voie, je pense notamment à la Grande-Bretagne. Alors, au-delà des enjeux, si on doit maintenant caractériser les éléments liés à la confiance numérique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais de demande de confiance numérique. C'est bien dommage, mais en fait, la demande, elle n'est pas explicite. Mais l'attente, elle est réelle, et elle est sans doute implicite. Et je pense qu'on a là peut-être un paradoxe, une contradiction, ou au contraire quelque chose qu'on doit mieux appréhender, c'est qu'on doit être attentif au décryptage de cet implicite. Alors cet implicite, il est en rapport avec la valeur d'usage quand on est utilisateur. Un utilisateur, quelque part, il est demandeur qu'on lui facilite la vie. Je fais écho aux 16 passwords en moyenne qu'on est susceptible d'utiliser. Quelque part, ça devient vraiment problématique quand on est utilisateur en continuité de services numériques. Donc moi, ma demande d'utilisateur, quand je pense à confiance numérique, elle est liée à cette demande de valeur d'usage, de simplification d'usage dans un cadre de confiance. Mais quand je suis offreur de services, mon sujet, il est autour de problématiques qui sont parfois assez factuelles et triviales. J'ai parlé tout à l'heure de fraude. Quand on est fournisseur de voyages aujourd'hui, la fraude devient un élément majeur de ma réflexion et du développement de mon activité. Et l'émergence de cadres de confiance ou de solutions techniques ad hoc sont susceptibles de m'aider dans le développement de mon activité. Et puis, quand on est du côté des pouvoirs publics, et on retrouve bien là l'écosystème un petit peu complet de la confiance numérique, finalement, la responsabilité des pouvoirs publics, dans sa sphère propre ou en induction sur l'ensemble de la sphère marchande aussi, c'est d'être le promoteur du cadre de confiance numérique qui doit aller bien. Et je voudrais faire un focus très rapide sur le juridique. Quand on a écrit le cahier, on s'est dit, existe-t-il un cadre juridique? Alors la réponse est oui, mais en fait il est illisible.
il est illisible et il est très difficile à appréhender. Et parfois, l'enjeu, ce n'est pas de superposer des nouveaux dispositifs réglementaires ou juridiques, c'est simplement d'arriver à les agréger et à les rendre lisibles pour que ça puisse contribuer à l'émergence du cadre de confiance nécessaire. Et voilà un an, on était allé en Silicon Valley et la représentante de la FTC, donc la Federal Telecommunication Trade Communication, nous a fait un long exposé sur Privacy by Design. Alors c'est très intéressant, Privacy by Design, en gros concevoir toute la problématique de la privacy à la source de la conception des services. Mais je dirais, je retiendrai privacy, rassurez-vous, mais je retiendrai surtout by design. C'est-à-dire qu'on peut agir a posteriori de la production des services, mais c'est quand même bien plus intéressant d'agir a priori de la production des services. Et le by design, je crois que c'est un élément qui est susceptible d'irriguer l'ensemble de notre production de services et de l'ensemble de la production des services numériques. Alors j'ai parlé d'écosystème, on a tenté de le représenter, je vous ferai grâce d'un commentaire détaillé de ce slide. Je n'ai que 30 minutes et je pourrais passer 30 minutes sur ce slide, mais l'idée à retenir, c'est que la confiance, c'est une problématique qui convoque le régalien, la technique, la production des services et les consommateurs d'usage. Et ça les convoque non pas de manière séparée, mais de manière concomitante, ce qui est susceptible de nous inciter à dire que ces gens-là doivent travailler ensemble. Pas les uns contre les autres, bien sûr qu'il faut surveiller, bien sûr qu'éventuellement il faut punir, mais bien sûr qu'il faut coproduire le cadre de confiance. On en a tous besoin, qu'on soit producteur de services, qu'on soit régulateur ou qu'on soit utilisateur. Je crois que ça ira dans le sens d'une des recommandations de l'Axel. Alors pour ne pas jeter le bébé de l'identité numérique avec le bain de la confiance numérique, quand on a écrit le cahier, on avait un comité éditorial, comme vous avez pu voir, assez costaud, donc on avait des anges gardiens au-dessus des épaules. Et on nous a quand même incité, et nous avons accepté cette incitation avec bonheur, à bien factualiser la présentation des offres techniques disponibles. La bonne nouvelle, c'est que la France et l'Europe, ou la France dans l'Europe, est particulièrement active, pertinente et productrice de solutions techniques tout à fait efficientes. Donc, je vous incite à lire le chapitre 4 du cahier, qui fait un état des lieux de la technique, sans dire que cet état des lieux clôt le sujet. C'est la contribution de la production de services réels à la réalité de la question de la sécurité dans l'environnement général de la confiance numérique qui est traité dans ce chapitre. Et pour moi, il y a un élément qui est important, c'est qu'il faut répondre à la problématique de la dialectique sécurité, menace et puis solutions qu'on propose de façon appropriée et proportionnée. Il ne sert à rien de convoquer des services qui sont surdéterminés en termes techniques pour des besoins qui ne nécessitent pas des mobilisations techniques trop importantes. Et ça peut se lire dans l'autre sens. Donc la proportionnalité des solutions, elle est nécessaire, là aussi, à une acceptation de ces solutions par les utilisateurs. Donc quels sont les types de solutions dont on parle, Ça va du mot de passe au wallet, qui fait l'objet d'un encart brillant de la part de Ludovic Francesconi dans le cahier, aux identités vérifiées de la Poste, que nous remercions aussi de nous avoir aidés dans la création du cahier, les certificats, représentés dignement par la société Dictao, dont ça n'est pas la seule solution sur étagère, et puis bien sûr l'émergence de solutions nouvelles telles que IDENUM, dont on a parlé tout à l'heure et qui vous sera présentée peut-être de manière plus détaillée. Donc l'identité numérique, c'est bien, et la confiance numérique, c'est plus large. Alors on a essayé de représenter la confiance
numérique avec l'émergence du sujet numérique. Alors on entend par sujet, sujet l'individu qui est soumis à un pouvoir ou qui est détenteur de ce pouvoir. Donc quand on est utilisateur numérique, qu'est-ce qu'on est? Oui, on a une identité numérique. Le noyau dur, c'est qu'on est susceptible d'actionner cette identité numérique pour accéder à des services. Au-delà, on a une onde de choc qui est derrière l'identité numérique. Il y a des attributs. J'ai 18 ans, je suis un homme, et éventuellement, je suis français. Pas éventuellement d'ailleurs. Et donc, ces attributs peuvent être convoqués dans ma façon d'accéder à des services ou utilisés par ceux qui me proposent ces services pour me caractériser. Sur ces deux sujets-là, on est en terrain connu, on sait poser les problématiques et on sait offrir un certain nombre de services et de solutions. Au-delà, il y a un autre enjeu qui est lié, nous l'avons dit, aux données. C'est que quand je suis en interaction numérique, je produis des données. Et ces données, je n'en ai qu'une conscience imparfaite. Alors moi, j'étais satisfait de voir que, et j'en fais partie, 47%, je crois, des utilisateurs donnent des fausses informations les concernant. Donc ma date de naissance oscille entre 1910 et 2000, par exemple. Je déteste qu'on me souhaite mon anniversaire. Et au-delà des données, je laisse des traces. Et c'est encore pire, c'est-à-dire que là, à 90%, je n'ai absolument aucune conscience des traces que je laisse. Et ça nous a semblé intéressant de cette onde de choc par ce graphisme et d'insister sur le sujet qui aujourd'hui mobilise tout le monde, qui est celui de l'enjeu des données. Et en fait, derrière l'enjeu des données, ça pourrait se résumer avec pratiquement un truisme. Oui, nos données valent de l'or. Et je crois qu'on est en train de comprendre, que tout le monde est en train de comprendre, que nos données valent de l'or. Et donc, qu'on ne soit pas les derniers en tant qu'utilisateurs à comprendre que nos données valent de l'or, me semble un enjeu là aussi important. Alors pourquoi c'est de l'or? Parce que ça améliore la valeur d'usage. Ça améliore les apports que je peux attendre du monde numérique. Mesurer, améliorer la performance d'une application, personnaliser des services, avoir des meilleurs services disponibles, rebondir d'un service à un autre, etc. On voit bien tout ce qu'il y a derrière ça. Et puis, il y a des harcèlements. Alors, suivant qu'on est optimiste ou pessimiste, ou suivant l'humeur du matin, les risques, on pourra parler de harcèlement numérique, de surveillance personnalisée, de surveillance massive, de manipulation, voire de personnalisation dévoyée. Il faut savoir qu'il y a des tests qui ont été faits pour accéder à des contenus où on met 4 utilisateurs côte à côte, utilisant un moteur de recherche dont je tairai le nom, et pour accéder avec une même requête à des contenus, et que les contenus qu'on servira en fonction de la requête qui sera faite seront complètement différents d'un individu à un autre. Ça va très loin, cette histoire. Je vous encourage à regarder la vidéo, on en donne le lien dans le cahier, qui explique comment finalement la fourniture d'informations peut être totalement indexée à l'exploitation des données de celui qui fait la requête. Donc, ce que j'appelle une personnalisation dévoyée est de cette nature. Donc l'enjeu, c'est d'avoir en fait une transparence sur... c'est pas tant de contrôler les données, il faut les contrôler, c'est sûr, il faut contrôler les fournisseurs qui exploitent nos données, mais je crois qu'il faut qu'on progresse dans la transparence qui est faite de l'exploitation des données qu'on peut utiliser. Donc, pour conclure, l'idée, c'est vraiment, pour nous, dans ce cahier, d'avoir donné les clés de la compréhension liées à la confiance numérique dans son ensemble, liées aux éléments qui la constituent, aux particularismes qui la constituent. On n'a pas pu toujours rentrer dans le détail, mais je crois que ça fera peut-être l'objet d'un second cahier. Il y a des éléments communs à l'ensemble des marchés, il y a des éléments spécifiques. Peut-être qu'il y a des problématiques spécifiques pour les pouvoirs publics ou les services publics,
Et peut-être qu'il y a des problématiques spécifiques pour les fournisseurs privés. Mais il y a en tout cas un enjeu commun, et je vous incite à lire l'encart que la CNIL a bien voulu rédiger dans le cadre du cahier, qui est de retrouver une forme de liberté et que l'on devienne un acteur de notre vie numérique. Et je voudrais conclure cette intervention sur deux notions émergentes qui sont l'empowerment. Malheureusement, il n'y a pas de traduction véritablement française correcte de ce mot, qui vise à dire qu'il faut restaurer l'équilibre des relations entre les offreurs de services numériques et les utilisateurs de ces services par une maîtrise des événements qui les concernent tous les deux. Donc l'idée que l'interaction numérique se fait dans ce jeu-là. Et le deuxième élément que je voudrais soumettre à votre réflexion, le VRM, le Vendor Relationship Management, qui vise à rendre la main aux utilisateurs, à les doter des outils, et il y a un enjeu de filière sur ces outils, de les doter des outils qui leur permettront de maîtriser leurs données, de les exploiter à bon escient et dans une intelligence partagée avec les fournisseurs de services. Je vous remercie. Merci beaucoup Hervé. Donc, je suis chargé de vous faire part des recommandations que nous avons formulées en conclusion de cette analyse qui est fort intéressante, je pense. Alors, avant de détailler les recommandations, je voudrais partager avec vous la grande thèse, entre guillemets, qui ressort à la fois du baromètre et à la fois du cahier. C'est que, effectivement, on l'a vu, la confiance a plutôt tendance à s'éroder. Les données personnelles sont un enjeu fondamental de la relation numérique de confiance. Et on peut, sans être alarmiste, je reprends, finalement, on reboucle avec l'intervention du président de l'Axel, Pierre Alzon, du début, on peut anticiper, quelque part, un point de rupture de la confiance numérique qui pourrait arriver, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être jamais, mais effectivement, nous pensons qu'il faut arriver quelque part à se préparer collectivement à ce point de rupture de la confiance qui pourrait arriver un jour. Et bon, en fonction de l'actualité, c'est vrai que ces jours-ci, on a des ondes de choc qui font que il y a des préoccupations sur le sujet de la privacy, des identités, des données personnelles, avec Prism notamment. Effectivement, quelque part, ce point de rupture pour arriver. Donc, l'idée, finalement, de nos recommandations, et en tout cas de certaines d'entre elles, c'est d'arriver à se préparer collectivement, avec tous les acteurs volontaires, tous les acteurs concernés, à une rupture de confiance. Ça nous amène donc à notre première recommandation, qui est d'établir un cadre référentiel de la confiance numérique. Alors, établir un cadre référentiel de la confiance numérique, c'est très large, mais finalement, vous allez voir que ça peut être très concret. Ce que nous proposons ici, c'est de réunir tous les acteurs concernés, et notamment ceux qui seront à la table ronde, mais pas que, évidemment, puisque c'est une approche qui est collective et que nous souhaitons tout à fait ouverte, en créant une commission pour travailler sur une charte de la confiance numérique. Donc cette charte de la confiance numérique qui serait commune aux offreurs de services, aux fournisseurs de solutions, aux pouvoirs publics et aux utilisateurs. Donc l'idée, c'est de regrouper tous ces acteurs pour définir des bonnes pratiques, pour définir des actions qui pourraient permettre d'accroître ou au moins de conserver un niveau de confiance suffisant. Et notamment, nous avons identifié 2 points importants. Le premier, c'est d'abord, comme prérequis, d'avoir une terminologie de référence en matière d'identité numérique, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. On parle tous de confiance d'identité, mais parfois, enfin même souvent, très souvent, ces termes ne recouvrent pas les mêmes significations. Et deuxième chose importante, qui est une action que nous identifions aujourd'hui, c'est d'avoir un modèle de preuve, quelque part, qui soit valide au niveau européen, puisqu'en fait, on ne peut pas raisonner simplement, évidemment, à l'échelle nationale, il faut raisonner tout de suite au niveau européen. Et donc, le fait de pouvoir prouver avec
des moyens reconnus par tous les acteurs. Eh bien, quand on a eu une telle action, qu'on a été utiliser tel ou tel service auprès de tel ou tel fournisseur de services, c'est important. Donc voilà, première recommandation, une charte de la confiance numérique que nous proposons et que nous proposerons notamment au pouvoir public. Deuxième recommandation, eh bien, ça tourne autour de la pédagogie, autour des usages numériques en confiance, parce que, comme on l'a dit, ce sont des sujets qui sont parfois très complexes et qui recouvrent des réalités différentes. Donc nous proposons d'élaborer et de promouvoir à l'échelle nationale un programme de sensibilisation des différents publics aux enjeux de la confiance, des identités numériques. Deux types d'actions qui pourraient en découler. C'est premièrement d'organiser des assises de la confiance numérique au niveau national, c'est-à-dire que ça pourrait être des actions qui se déclineraient à la fois évidemment au niveau parisien, mais aussi en province, puisque c'est important d'arriver à sensibiliser tous les acteurs au niveau national. Et deuxième action, donc mettre à disposition du public une information sur les solutions qui permettent aux utilisateurs de maîtriser leurs données personnelles et leurs traces numériques. Donc, ces solutions, on en connaît déjà. Il y en a sans doute des nouvelles qui vont arriver. Et donc, ça nous paraît important de pouvoir donner aux utilisateurs finaux les moyens de maîtriser leurs données, de maîtriser les traces qu'ils laissent, entre guillemets, sur les supports numériques et sur Internet. Et enfin, troisième recommandation, je crois qui est particulièrement chère à Hervé Lebec, qui est d'instituer un médiateur de la confiance numérique. Pourquoi un médiateur de la confiance numérique ? Bien parce qu'on a fait le constat que finalement, souvent, on utilise des services numériques, mais quelque part, quand on a un problème, on ne sait pas trop comment se retourner contre le fournisseur de ce service. Et quelque part, on se retrouve souvent dans une impasse. Et donc, nous proposons de pouvoir réhumaniser, matérialiser finalement les conditions d'usage de services dématérialisés qui se développent très très vite. Et donc, pour cela, permettre un droit de recours humain dans le cadre de relations numériques. Et donc, pour cela, évidemment, dans le cas où le fournisseur de services ne permet pas cela, eh bien, un médiateur pourrait permettre de faciliter ce droit de recours. Voilà. Donc voilà, donc ce sont les trois recommandations de l'Axel suite à cette réflexion, qui sont assez haut niveau, et donc qui vont se décliner évidemment en action. Donc nous avons du travail. Ce n'est qu'un départ, cette publication, ces recommandations. Maintenant, l'idée, c'est de mettre en œuvre ces recommandations tous ensemble. Et la première action pour ce faire, c'est d'en discuter autour d'une table ronde qui va réunir un certain nombre d'acteurs que vous trouvez ici, donc que je vais détailler après. Donc que j'invite à rejoindre la table ronde. Et pendant que les participants à la table ronde se positionnent, peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions, si vous le souhaitez, soit pour moi, soit pour Hervé Lebec, par rapport au cahier. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. D'accord. Ah d'accord. D'accord. Je vais me mettre. Pas de questions ? Oui, monsieur. Tout à fait. On en parler. Alors on va en parler. D'accord. Je pense que
notamment le SGMAP doit être bien au courant du sujet. Alors, nous, on est très conscient, évidemment, au niveau de l'Axel, de tous les référentiels, de tous les standards qui existent et qui permettent de fournir des services d'identité numérique, des services en confiance. Le RGS, effectivement, est l'un de ces standards et est très important. Et je crois que ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est que effectivement, c'est important d'avoir un standard sur les usages très sécurisés, notamment donc le RGS qui couvre surtout les certificats électroniques avec différents niveaux effectivement de sécurisation, 1 étoile à 3 étoiles. Mais il y a beaucoup d'autres choses à côté. Effectivement, le RGS correspond à certains usages qui ne sont pas forcément représentatifs de tous les usages. Donc c'est important, mais on a bien identifié que ça existait. Merci beaucoup. Bon, on va commencer la table ronde, ce sera plus simple. Ah. Oui. Oui, il a été question de fraude, notamment sur les sites de vente de voyages. Est-ce que, dont on a entendu parler dans la presse également, est-ce qu'il y a des données probantes sur le sujet ou pas? La réponse est sans doute. Alors pourquoi sans doute? Vous savez que c'est un sujet extrêmement sensible, la fraude, notamment pour les voyagistes. Et on a initié au sein de l'Axel une réflexion sur la fraude et sur le partage des informations liées à la fraude. Et c'est un sujet délicat.